À 14h20, Ouagadougou a basculé dans une obscurité brutale et inattendue, comme si quelqu'un avait tiré sur l'interrupteur du pays tout entier. Quelques minutes plus tard, les communications s'effondraient, les caméras se taisaient, et un quartier présidentiel devenait la cible précise d'une frappe opaque, minutieusement préparée. Comment ne pas voir, derrière cette attaque millimétrée contre Ibrahim Traoré, un message adressé à tout un continent en quête de souveraineté réelle? Et si ce choc de 20 minutes marquait le début d'une guerre longue, silencieuse, mais décisive pour le Burkina Faso et ses voisins? L'attaque de l'après-midi à Ouagadougou ne constitue pas seulement un moment de chaos. Elle ouvre une séquence où chaque décision prise au sommet de l'État pèsera lourd dans l'équilibre national. Dans un contexte où l'électricité s'est effondrée en quelques secondes et où près de 40% des télécommunications ont été paralysées, comprendre ce qui s'est réellement joué devient un enjeu vital. La promesse de cette analyse est simple: offrir une lecture claire, étayée et sans spéculation des mécanismes visibles et invisibles qui ont convergé vers cette tentative de déstabilisation. La question centrale: comment un assaut aussi coordonné a-t-il pu contourner simultanément les défenses physiques et numériques? Reste ouverte, mais les indices contenus dans les traces cryptographiques, les coupures ciblées et la synchronisation des brouillages permettent déjà d'identifier un schéma d'attaque hybride d'une sophistication rare. Cette compréhension n'est pas uniquement stratégique, elle touche directement la stabilité future du Burkina Faso, les marges de manœuvre de son gouvernement et la manière dont les acteurs extérieurs tentent d'influencer l'espace politique régional. Les premières analyses techniques dévoilent un détail que beaucoup avaient manqué. En 20 minutes, exactement le laps mentionné après la coupure de 14h30, les assaillants ont réussi à neutraliser près de 40% des télécommunications de Ouagadougou, révélant une coordination qui dépasse largement les capacités d'un simple groupe interne. Ce révélation subtile éclaire d'un jour nouveau la question laissée ouverte. L'attaque n'était pas seulement spectaculaire, elle suivait une logique hybride, pensée pour tester la résilience nationale. C'est dans ce cadre que se repositionne la figure d'Ibrahim Traoré, pris au cœur d'une séquence où le physique et le numérique se sont effondrés ensemble. Les témoins ont parlé de silences étranges, de véhicules non identifiés et d'explosions brèves mais précises. Pourtant, ce vacarme n'était que la façade visible d'un assaut plus large. Les caméras inactives, les réseaux brouillés et les communications paralysées dessinent la deuxième couche de l'opération. Une infiltration destinée à aveugler les forces de sécurité avant de frapper le quartier présidentiel de Kossam. La confusion des premières heures n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie qui combine saturation informationnelle, désorganisation tactique et exploitation de failles numériques préexistantes. Les autorités burkinabées, incapables de maintenir un flux opérationnel fiable, ont vu une partie de leur protocole interne se gripper, ce qui a permis aux assaillants d'approcher des zones critiques. Les fragments de code cryptographique retrouvés sur place, proches de signatures utilisées par certains acteurs militaires internationaux, ajoutent une couche supplémentaire d'ambiguïté et de danger. Cette attaque n'émerge donc pas dans le vide, elle survient après des mois où le Burkina Faso tente de consolider sa souveraineté, alors que la région du Sahel reste un carrefour de rivalité globale. Le pays vit depuis longtemps sous la pression d'acteurs armés locaux, mais cette fois, la sophistication de la méthode pointe vers quelque chose de plus vaste, peut-être même destiné à tester non seulement le gouvernement de transition, mais la cohésion même de l'État. Comprendre cette articulation entre brutalité visible et finesse stratégique est essentiel pour saisir la portée réelle de cet événement. Au milieu de la confusion, un fil conducteur se dessine grâce aux premiers intervenants déployés autour du quartier de Kossam. Ces équipes, composées d'unités d'élite et de techniciens en sécurité numérique, deviennent les véritables personnages guides pour comprendre comment l'attaque a pénétré les défenses du pays. Leur arrivée, à peine quelques minutes après la coupure générale, révèle une réalité troublante. Même les forces les mieux préparées du Burkina Faso ont été surprises par la simultanéité des défaillances. La première micro-scène provient d'un officier chargé des communications d'urgence. Selon son rapport, les canaux sécurisés internes affichaient des interférences inhabituelles, comme si le signal avait été dévié ou absorbé avant d'atteindre le centre de commandement.
Ce type de brouillage ne correspond à aucune technologie locale connue, ce qui a immédiatement orienté les experts vers l'hypothèse d'un équipement extérieur sophistiqué. La deuxième micro-scène émane d'un technicien qui tentait de rétablir les caméras du périmètre présidentiel. Malgré plusieurs tentatives, les dispositifs restaient inopérants, comme si une commande invisible en bloquait la réactivation. Ce détail, loin d'être anecdotique, montre que l'attaque n'a pas seulement détruit ou saturé les systèmes, elle les a contrôlés temporairement, démontrant une avancée technique inquiétante. Ces premiers témoins opérationnels ont ainsi dévoilé une dimension clé. L'assaut n'était pas un chaos opportuniste, mais une séquence calculée visant à tester les points de rupture du pays. Leur perception de terrain, croisée avec les analyses numériques, confirme que les assaillants avaient préparé une fenêtre très précise où le Burkina Faso serait vulnérable. Avant l'explosion, Ouagadougou vivait une fin d'après-midi ordinaire. Quelques minutes après 14h30, la capitale se transformait en un théâtre opaque où chaque signal basculait d'un état fonctionnel à un état mort. Ce glissement soudain constitue le véritable point d'activation de la séquence qui va suivre, un avant stable, un après fragmenté. L'enchaînement est fulgurant, presque clinique, révélant une intention stratégique d'ébranler simultanément l'espace public, les infrastructures vitales et la présidence d'Ibrahim Traoré. Le premier mouvement, celui de la coupure totale, frappe comme une lame verticale. Les lumières s'éteignent en cascade. Les centrales électriques montrent une rupture nette. Les postes de relais affichent un silence numérique. En moins de 2 minutes, la ville perd ses repères visuels et son horloge technologique. Les habitants se retrouvent soudain prisonniers d'une obscurité inhabituelle, dense, difficile à interpréter. Les forces de sécurité comprennent immédiatement que la coupure n'est pas accidentelle. La synchronisation est trop parfaite, trop propre, trop calibrée pour être le produit d'un défaut technique spontané. Le deuxième mouvement est celui de la désorientation organisée. Les communications internes saturent. Les messages d'urgence circulent avec plusieurs secondes de retard. Certains canaux disparaissent même complètement. Dans l'enceinte du quartier de Kossam, les agents tentent de transmettre des ordres, mais leurs appareils se bloquent sans explication. Ce brouillage ne ressemble pas aux interférences habituelles des groupes locaux. Il présente des patterns réguliers, comme si un algorithme contrôlait la montée et la chute du signal. Cette structure mathématique renforce l'idée que l'attaque relève d'un savoir-faire extérieur. Le troisième mouvement surgit avec les véhicules non identifiés. Ils arrivent par vagues rapides, empruntant des itinéraires secondaires pour contourner les postes de contrôle. Les témoins signalent des trajectoires précises, presque géométriques. Ces véhicules ne cherchent pas à attaquer frontalement, ils testent, ils sondent, ils évaluent la réponse burkinabé. La présence de ces unités mobiles ajoute une dimension terrestre à ce qui semblait initialement n'être qu'un assaut numérique. Cette complémentarité entre le terrain et le cyberespace constitue l'une des signatures les plus inquiétantes de l'opération. Le quatrième mouvement, celui du fracas ciblé, survient lorsque les premières explosions éclatent, courtes, localisées, méthodiques. Elles ne visent pas à semer la terreur, mais à détourner l'attention des équipes de sécurité, à créer un brouillard tactique pour masquer les véritables actions à proximité du périmètre présidentiel. Là encore, la cohérence reste frappante. Les détonations suivent un rythme régulier, comme si elles marquaient les différentes étapes d'un plan préprogrammé. Le cinquième mouvement correspond au retour progressif du contrôle lorsque les forces burkinabées parviennent, malgré un système affaibli, à sécuriser les abords de la résidence. Mais ce rétablissement partiel met en lumière l'ampleur de la brèche. L'État a résisté, certes, mais il a résisté en étant aveuglé, isolé, fragmenté. Le choc n'a pas été destructeur par son intensité brute, mais par sa précision chirurgicale. L'assaut a démontré que le Burkina Faso peut être paralysé en moins d'une demi-heure, ce qui oblige désormais le gouvernement, et particulièrement Ibrahim Traoré, à repenser en profondeur ses protocoles de défense. La séquence complète, activation, désorientation, infiltration, diversion, reconquête, forme ainsi un continuum d'une cohérence menaçante. La situation de départ est désormais claire. Avant 14h30, les réseaux électriques, les télécommunications,
et les systèmes de sécurité numérique du Burkina Faso fonctionnaient dans leur capacité nominale. En moins de 20 minutes, l'AECAR observé enregistré montre une dégradation simultanée et coordonnée d'une ampleur sans précédent. Ce passage d'un état stable à une rupture synchronisée forme la matrice technique de l'attaque, un point que les analystes soulignent comme l'une des pièces maîtresses pour comprendre ce que l'on a vraiment tenté contre la présidence d'Ibrahim Traoré. Le premier indicateur quantitatif concerne la coupure de 40% des infrastructures de télécommunications dans la capitale. Ce pourcentage surprend d'abord par sa précision, mais il devient encore plus frappant lorsqu'on examine la manière dont il s'est produit. Les relais affectés ne sont pas répartis au hasard. Ils correspondent aux segments nécessaires pour isoler Ouagadougou des réseaux régionaux et pour fragmenter la communication interne des forces de sécurité. Cette structuration géographique laisse penser que les assaillants connaissaient parfaitement l'architecture du réseau. Cela suggère une préparation minutieuse impliquant une cartographie technique avancée. Le deuxième indicateur touche à l'économie, une chute de 85% des transactions bancaires dans les heures suivant l'attaque. Cette baisse brutale ne s'explique pas uniquement par la coupure d'électricité, mais par la paralysie des serveurs, rendant impossible tout paiement ou transfert numérique. Les systèmes bancaires ont été conçus pour résister à des pannes ponctuelles, mais pas à un effondrement simultané de leur vecteur de communication. Cette chute exceptionnelle décrit une dépendance critique aux flux numériques et leur vulnérabilité structurelle. Le troisième indicateur, et peut-être le plus inquiétant, concerne les traces cryptographiques identifiées sur le site, proches de signatures utilisées dans des opérations militaires internationales. Ce rapprochement ne signifie pas forcément une implication directe d'une puissance extérieure, mais il indique que l'attaque mobilise des outils de haut niveau, jusque-là absents du paysage burkinabé. La similarité observée montre un degré technique rare et une possible importation méthodologique. Ces trois données, prises séparément, dévoilent déjà des ruptures profondes. Combinées, elles forment un schéma cohérent qui dépasse le simple sabotage. Elles indiquent une opération hybride visant à tester les fondations mêmes de la souveraineté nationale. Le fait que les trois secteurs touchés, communication, finance, surveillance, soient essentiels à la gestion de crise accentue encore l'impression que l'objectif principal n'était pas la destruction immédiate, mais l'évaluation systémique. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette architecture d'analyse devient alors central, non pas en tant que cible unique, mais en tant que point focal d'un test grandeur nature sur la capacité de l'État à résister simultanément à un effondrement numérique et à une menace physique. Les décisions qu'il prendra dans les jours et semaines qui viennent devront intégrer cette dimension. L'adversaire, quel qu'il soit, possède les moyens de reproduire cette séquence. Si la nation veut éviter une répétition, elle devra transformer ses indicateurs en levier, en renforçant la redondance des réseaux, en cloisonnant les systèmes critiques et en adoptant des protocoles capables de fonctionner même en cas de coupure totale. C'est dans cette lecture technique, froide mais indispensable, que se trouve la clé de la résilience future du Burkina Faso. Deux lectures majeures s'affrontent pour expliquer l'attaque de Ouagadougou et chacune s'appuie sur des éléments concrets observés dans les heures suivant l'explosion. La première hypothèse, défendue par plusieurs analystes régionaux, affirme que l'événement provient d'acteurs internes profitant d'un moment de fragilité politique. Le Burkina Faso traverse depuis des années une zone de turbulence marquée par la montée des groupes armés, la pression économique et la défiance d'une partie de la population. Pour les tenants de cette thèse, l'attaque représenterait une tentative de coup de force interne, utilisant le chaos technologique comme couverture. Les témoins ont décrit des véhicules circulant rapidement, des explosions brèves et une confusion généralisée, autant d'éléments que des acteurs locaux pourraient exploiter. Cette lecture insiste sur les fractures sociales déjà existantes et sur la possibilité qu'un groupe dissident ait voulu tirer parti du moment pour accélérer une recomposition du pouvoir. La seconde hypothèse repose sur des faits plus techniques mis en évidence par les équipes de cybersécurité. Les traces de codes cryptographiques retrouvées sur le site, proches de signatures associées à des opérations militaires internationales, ont surpris les enquêteurs. De plus,
La coupure synchronisée de secteurs vitaux, électricité, communication, surveillance, ne correspond pas aux tactiques traditionnelles de groupes locaux. Divers indices suggèrent une attaque hybride orchestrée de l'extérieur, impliquant des outils avancés, mobilisant brouilleurs, manipulation de données et infiltration simultanée des réseaux critiques. Selon cette perspective, l'objectif dépasserait largement un simple renversement. Il s'agirait de tester la résilience du pays et de fragiliser ses capacités de souveraineté dans un moment géopolitique sensible pour le Sahel. La confrontation de ces deux lectures crée un dilemme analytique. L'hypothèse interne explique la dynamique politique, mais elle peine à justifier la sophistication technique. L'hypothèse externe, elle, s'accorde parfaitement avec les données numériques, mais laisse ouverte la question des motivations précises et du contexte opérationnel. En croisant les faits, un point commun émerge toutefois. L'attaque n'a rien d'opportuniste. Elle résulte d'une préparation minutieuse, d'une connaissance précise du terrain et d'une volonté de frapper plusieurs couches de l'État simultanément. Quelle que soit la main qui l'a orchestrée, l'opération révèle une vulnérabilité structurelle que le Burkina Faso ne peut plus ignorer. Une ligne a basculé. Ce basculement, presque imperceptible au départ, apparaît clairement lorsque les analystes croisent enfin les données de terrain et les empreintes numériques laissées derrière l'assaut. La rupture ne se situe pas dans l'explosion en elle-même, mais dans la manière dont les assaillants ont réussi à pénétrer simultanément trois couches stratégiques: l'infrastructure électrique, les télécommunications et les systèmes de surveillance, avant même que les équipes autour d'Ibrahim Traoré ne puissent activer leur protocole d'urgence. Le point révélateur surgit lorsque les équipes techniques constatent que les réseaux, bien qu'apparemment coupés, répondaient en réalité à des commandes extérieures invisibles. Autrement dit, l'attaque ne détruisait pas les systèmes, elle les pilotait temporairement. Ce degré de contrôle, rarement observé dans des opérations régionales, suggère que l'objectif n'était pas d'éliminer le président, mais d'évaluer la profondeur réelle de la résilience institutionnelle du Burkina Faso. Cette révélation change la nature de la menace. Ce n'est plus seulement un acte hostile ponctuel, mais un diagnostic agressif appliqué à l'État lui-même, comme si quelqu'un mesurait méthodiquement le temps de réaction, les points de rupture et la capacité des forces burkinabées à se réorganiser sous pression. Les répercussions de l'attaque dépassent largement le périmètre de Kossam. Elles s'étendent en couches successives qui touchent, chacune à leur manière, la vie quotidienne, l'économie, la cohésion sociale et les équilibres géopolitiques du Burkina Faso. L'événement n'a duré qu'une trentaine de minutes, mais son onde de choc continue de se propager bien au-delà. Pour les habitants d'Ouagadougou, la coupure subite, l'obscurité brutale et le silence numérique ont révélé une vulnérabilité profonde, la dépendance totale à des infrastructures qui peuvent s'effondrer sans avertissement. Beaucoup témoignent d'une peur nouvelle, plus structurelle que circonstancielle, celle de vivre dans un espace où l'État peut être aveuglé en quelques minutes. Les rumeurs, alimentées par la désinformation, ont renforcé un sentiment d'insécurité diffus. Dans ce climat, la figure d'Ibrahim Traoré devient paradoxalement centrale. Certains y voient un point d'ancrage, d'autres un symbole ciblé qui expose la population à des risques élargis. Le secteur économique a été l'un des plus touchés. La chute de 85% des transactions bancaires, la mise hors service des systèmes de paiement et l'arrêt temporaire des services logistiques ont suffi à perturber l'ensemble des chaînes d'approvisionnement urbaines. De nombreuses entreprises ont dû suspendre leur activité, incapables de fonctionner sans connectivité fiable. Cette paralysie met en évidence la fragilité numérique des infrastructures commerciales du pays. L'absence de redondance, de protocoles de secours et de systèmes hors ligne a transformé l'attaque en un test grandeur nature révélant des lacunes profondes. Du côté institutionnel, l'attaque a mis à nu la difficulté de maintenir une chaîne décisionnelle cohérente lorsque les communications tombent. Certains ministères ont été coupés les uns des autres, tandis que les cellules de crise tentaient de rétablir une vision d'ensemble à partir d'informations fragmentaires. Ce phénomène a exposé un risque majeur, la dépendance excessive au système centralisé. L'entourage d'Ibrahim Traoré a dû improviser des circuits parallèles pour continuer à coordonner la réponse immédiate. Cela montre que le pays
doit repenser ses modes de communication interne, notamment en situation d'urgence. Sur le plan régional, l'attaque a redéfini les rapports de force. Les pays voisins, eux-mêmes fragilisés par les menaces hybrides, observent ce qui s'apparente à un avertissement géopolitique. Les indices cryptographiques semblables à ceux employés dans des opérations extérieures alimentent les spéculations sur l'implication d'acteurs internationaux cherchant à réajuster l'équilibre du Sahel. L'événement place le Burkina Faso au centre d'une compétition d'influence, renforçant la nécessité pour le gouvernement de transition de consolider ses alliances stratégiques, tout en préservant son autonomie. Dans chacun de ces 4 espaces, l'attaque agit comme un révélateur. Elle expose ce qui tenait à peine, tout en questionnant la capacité nationale à absorber un choc similaire à l'avenir. Les mois à venir seront déterminants pour le Burkina Faso. L'attaque de Ouagadougou agit comme une fracture stratégique qui ouvre 3 trajectoires possibles, chacune façonnée par la manière dont l'État renforcera ou non ses défenses techniques, institutionnelles et diplomatiques. Dans ce scénario intermédiaire, le gouvernement parvient à restaurer partiellement la confiance interne grâce à des mesures de sécurité renforcées. Les systèmes numériques sont colmatés, des redondances minimales sont mises en place et les cellules de crise améliorent leur coordination. Toutefois, les répercussions économiques persistent. Les entreprises restent prudentes, l'investissement se contracte légèrement et les alliés régionaux observent sans s'engager pleinement. Ce scénario maintient le pays à flot, mais dans une zone grise où chaque incident futur pourrait réactiver les tensions. Ici, l'attaque devient un catalyseur. Le Burkina Faso, renforcé par une coopération technique accrue avec le Mali et le Niger, restructure ses infrastructures critiques. Une doctrine de cybersécurité pragmatique, adaptée aux capacités locales, voit le jour. L'économie se réorganise autour de secteurs plus résilients, notamment l'agriculture modernisée et les services énergétiques décentralisés. À l'international, une diplomatie plus assumée permet d'attirer des partenariats respectant la souveraineté nationale. Ce scénario ouvre la voie à un repositionnement stratégique du pays, qui gagne en autonomie et en capacité de dissuasion. Dans cette option sombre, l'attaque n'est que la première secousse. Les tensions internes augmentant, les groupes armés exploitant le climat d'incertitude et les acteurs extérieurs amplifient la pression géopolitique. Les infrastructures numériques restent vulnérables, rendant le pays dépendant de solutions temporaires et précaires. L'économie se contracte fortement, les alliances régionales se tendent et l'État perd progressivement sa capacité de réponse intégrée. Le Burkina Faso risque alors de devenir un maillon exposé dans un Sahel déjà fragmenté. Pour naviguer entre ces 3 horizons, une approche s'impose. Penser chaque vulnérabilité comme un système, non comme un incident isolé. Le pays devra donc raisonner en termes de chaînes énergétiques, chaînes de communication, chaînes institutionnelles et renforcer chaque maillon susceptible de rompre lors d'une future attaque hybride. L'attaque de Ouagadougou dépasse la seule analyse géopolitique. Elle agit comme un miroir tendu à différents cercles de spectateurs, chacun voyant dans l'événement une résonance particulière selon sa propre position dans la société. 3 groupes émergent alors, chacun confronté à une forme distincte de vulnérabilité et de responsabilité. Il s'agit de celles et ceux qui ont ressenti directement la coupure, habitants, étudiants, travailleurs urbains. Pour eux, l'attaque n'est pas un concept, mais une sensation concrète, le noir soudain, le silence des réseaux, l'incertitude immédiate. Beaucoup y voient une invitation à réfléchir à la fragilité de leur quotidien numérique et à la nécessité de développer des réflexes d'autoprotection, qu'il s'agisse de sauvegarde locale, de relais communautaires ou de simples habitudes de résilience. Entrepreneurs, commerçants, gestionnaires de services essentiels aussi, l'effondrement des transactions bancaires et des circuits logistiques a révélé à quel point leurs activités reposent sur une architecture vulnérable. Beaucoup comprennent désormais que la sécurité économique ne dépend pas seulement des autorités, mais aussi de l'adoption d'outils capables de fonctionner en mode dégradé. La notion de continuité d'activité, souvent théorique, devient un impératif concret. Chercheurs, journalistes, membres de la diaspora ou observateurs internationaux perçoivent dans l'événement une transformation plus large. L'entrée du Burkina Faso dans une ère où le terrain et le cyberespace ne peuvent plus être dissociés.
Ce groupe joue un rôle clé dans la mise en récit, dans la pédagogie et dans la transmission d'une compréhension lucide des enjeux pour les mois à venir. Dans ces trois espaces, une certitude s'impose. Chacun a un rôle à jouer dans la consolidation de la résilience nationale. Face aux vulnérabilités révélées par l'attaque, un cadre d'action structuré devient indispensable. L'objectif n'est plus seulement de réagir, mais d'établir une architecture durable capable de protéger le pays contre des offensives hybrides similaires. Autour d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes opérationnels peuvent être organisés de manière séquentielle, chacun offrant un levier direct pour restaurer la résilience nationale. 1. Sécuriser les infrastructures numériques critiques. Et la priorité consiste à isoler les segments les plus sensibles des réseaux, électricité, télécommunications, surveillance, afin de réduire les effets de une coupure simultanée. Cela implique la création de systèmes de secours autonomes capables de fonctionner hors ligne en cas d'attaque coordonnée. L'objectif est simple, maintenir une capacité minimale de décision même dans le noir complet. 2. Repenser la communication de crise. Les premières heures ont montré que la dépendance à des canaux centralisés rendait la réponse inégale et parfois chaotique. Il devient nécessaire d'implanter un réseau parallèle de communication d'urgence, utilisant des technologies résilientes dissociées des infrastructures vulnérables. Cette redondance permettrait au gouvernement et aux forces de sécurité de conserver une vision d'ensemble en situation extrême. 3. Construire une doctrine cybernationale, plutôt que d'adopter des modèles étrangers difficilement applicables, le Burkina Faso doit élaborer une doctrine adaptée à ses ressources. Celle-ci inclurait une formation locale renforcée, des partenariats techniques ciblés et un cadre légal définissant clairement les responsabilités en matière de cybersécurité. Ibrahim Traoré pourrait ainsi ancrer une vision cohérente et stratégique. 4. Renforcer la coordination régionale. Le Sahel étant un espace interconnecté, aucun pays ne peut affronter seul des attaques de cette nature. Une coopération opérationnelle accrue, notamment avec le Mali et le Niger, offrirait un socle de défense élargi et un partage d'expertise indispensable. Ces étapes, combinées, forment la base d'une résilience conçue pour durer. Lorsque l'on revient aux premières scènes observées par les unités d'élite, ces techniciens s'efforçant de rallumer des caméras muettes, ces officiers luttant contre des signaux brouillés, un motif s'impose, celui d'un pays qui tente de voir clair dans l'obscurité. Ce motif, déjà présent dans les premiers instants autour de COSAM, réapparaît comme un fil rouge traversant toute la crise. Dans ce paysage fragile, la présence d'Ibrahim Traoré prend une tonalité particulière, non pas comme une figure isolée, mais comme le point autour duquel se recomposent les efforts, les doutes, les résistances. L'attaque a montré que même lorsque le pays est aveuglé, certains continuent de chercher la moindre lumière technique, opérationnelle ou symbolique, pour maintenir l'équilibre. Le rappel de ces scènes discrètes, des mains tentant de relancer un système, des voix cherchant à stabiliser une communication, montre que la résilience se construit souvent dans l'ombre, loin des explosions et des discours. Elle naît d'actes minuscules, répétitifs, têtus. La résilience commence toujours dans le noir. Et c'est peut-être là que le Burkina Faso puise aujourd'hui sa force, dans la capacité de ses acteurs, visibles ou silencieux, à rallumer un fragment de stabilité malgré les failles révélées. Cette quête obstinée éclaire l'avenir avec plus de lucidité qu'on ne l'imagine. L'attaque de Ouagadougou laisse une empreinte qui dépasse la seule dimension sécuritaire. Elle rappelle que la souveraineté ne repose pas uniquement sur les institutions, mais aussi sur la manière dont une société choisit de répondre aux secousses qui la traversent. Les heures d'obscurité, les réseaux silencieux, les services figés ont montré que chaque acteur, citoyen, étudiant, entrepreneur, observateur, porte une part de la résilience collective. Cette compréhension crée un terrain nouveau où la vigilance devient un geste quotidien et où la solidarité technique, sociale et communautaire prend d'une valeur stratégique. L'enjeu n'est plus uniquement de commenter ce qui s'est passé, mais de nourrir une culture commune capable de limiter l'impact des prochaines crises. Les événements de Ouagadougou ont ouvert un cycle où la lucidité et la coopération compteront autant que les mesures de sécurité formelles. Dans ce contexte, une question demeure et elle appartient à chacun. Quelle part
Êtes-vous prêt à jouer dans la capacité du pays, de votre pays ou de votre région, à rester maître de son destin face aux pressions invisibles,